Speed Radio, il est 20h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Speed Radio, c'est Manon Rax pour l'interview du vendredi et aujourd'hui je vous invite à faire un voyage dans le temps mais aussi un voyage au cœur de vous-même, de votre propre humanité puisque j'ai le plaisir de recevoir Narcisse, bonsoir. Bonsoir. Narcisse, vous êtes poète, musicien, chanteur, comédien et votre nouvelle création s'appelle Humain au pluriel. Vous avez joué 2 dates parisiennes au studio Héberto et vous serez au Festival d'Avignon du 7 au 29 juillet au théâtre La Luna, tous les jours à 11h20. Comment s'est déroulée la création de ce spectacle ? C'est quoi la genèse de Humain ? La genèse, elle a commencé il y a 2 ans déjà. Parce que c'est un long travail. Parce que quand j'écris des spectacles, en fait, j'aime bien faire un peu tout. C'est-à-dire que j'écris le texte, la musique, les vidéos, la mise en scène et tout m'intéresse. Et surtout, j'aime bien travailler l'ensemble, considérer mes spectacles pas comme juste du texte avec un peu de musique dessus pour faire joli, mais un ensemble qui réunit texte, musique, vidéo, mise en scène. Donc, ça fait 2 ans que j'y travaille. C'est né du Covid, quelque part, cette idée un peu de parler de l'humain et de ce que l'humain sait faire de beau et de bien, plutôt que de toujours dire ce qui va mal dans l'humanité. Oui, on explique un peu. Donc, c'est un récit qui part du tout début, pas seulement de l'humain, mais même de la création de la matière, un tas d'atomes que nous sommes. Ouais. Et on arrive à aujourd'hui. Donc, c'est un récit historique, poétique, scientifique, musical, artistique. C'est un peu tout ça en même temps. C'est pas une chronologie, c'est pas non plus un cours d'histoire ou une conférence. Je raconte pas l'histoire depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, mais je prends différents moments de l'histoire de l'humanité qui me semblaient intéressants à raconter, parce que c'est vrai que quand on lit des ouvrages qui parlent de l'humain, on se rend compte que c'est souvent des belles histoires. Pourquoi à un moment donné on s'est mis à parler ? Pourquoi on s'est mis tout à coup à construire des bateaux pour traverser les océans ? Tout ça est intéressant à raconter parce que c'est lié à... Enfin, surtout ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les choses sont liées. C'est parce que le langage s'est développé qu'on pense qu'on a construit des bateaux pour avoir envie d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la mer. Et donc ça m'intéressait de le dire dans un spectacle. Vous trouvez que quand on parle de l'humain, on ne parle pas forcément des bonnes choses, de ce qui nous définit, ce qui peut nous représenter réellement ? Il y a une phrase qui m'a pas mal étonné quand je l'ai lue, c'est que le mot le plus courant au journal télévisé ou dans les journaux, c'est le mot « mort ». Et c'est vrai, finalement, quand on regarde les titres des journaux ou des médias, c'est souvent 50 morts ici, 30 morts là, ou des blessés graves, ou des problèmes. Et j'avais envie de dire, attendez, c'est clair que le réchauffement climatique, c'est un grave problème, que la guerre en Ukraine aussi, mais par ailleurs, on sait faire tellement de choses. Et j'imagine que c'est en donnant le message qu'on peut s'en sortir, qu'on a les meilleures chances possibles de s'en sortir vraiment. Et vous replacez aussi l'humain, pas seulement dans un contexte historique et de progrès, mais aussi parmi les autres espèces, en faisant des comparaisons avec les animaux, mais aussi avec juste les autres espèces qui abritent cette planète, qui sont sur cette planète. Il faut être prudent quand on considère l'être humain comme le sommet de l'évolution, comme l'être le plus intelligent. Et j'aime bien dire assez au début du spectacle que, paraît-il, nous ne sommes pas les plus intelligents. Et ce qui fait la différence par rapport à d'autres espèces, parce que on est quand même très différents. On va dans l'espace, on utilise des téléphones portables, on est les seuls à faire ça. On est bien différents, mais c'est pas tellement une question d'intelligence, c'est plutôt parce que nous avons cette capacité incroyable d'apprendre des autres et d'accumuler des connaissances. Et c'est ça que je dis. J'aimerais pas être spéciste et considérer l'être humain comme supérieur à tous les autres animaux, mais quand même, il faut qu'on se rende compte aussi qu'on est différent, parce que parfois, dans les réseaux sociaux, on lit des choses du genre l'intelligence animale est extraordinaire, mon chat est capable d'allumer une lampe. Bon, peut-être, c'est vrai que c'est rigolo, mais franchement, est-ce qu'un chat a déjà peint la Joconde ? Moi, je ne crois pas, enfin, je sais que non. Et donc, on a des capacités que les autres animaux n'ont pas, et disons-le, assumons-le, sans se sentir supérieur, mais juste rendons-nous compte que nous sommes capables de le faire.
Et pour vous, tout vient du fait que l'on peut échanger les connaissances, apprendre l'un de l'autre. Je pense que beaucoup de l'humanité vient de là. C'est un peu mon idée. Je ne suis pas l'inventeur de cette idée. Hein. Elle a été dite par d'autres savants, enfin par des savants avant moi. Mais oui, je crois que c'est ça notre grande différence, notre capacité à vivre en société et à développer ensemble des choses. Personne sur Terre n'est capable de fabriquer un téléphone portable. Ça, il faut s'en rendre compte. Quand on dit « Ah oui, Steve Jobs a inventé l'iPhone ». Ouais, il a eu l'idée d'un téléphone sans bouton. Mais il y a des milliers de personnes autour de lui et avant lui qui ont travaillé ensemble et qui ont permis de construire ce genre de machine pour maîtriser le métal, le verre, la programmation informatique, l'électricité. Tout ça est nécessaire pour fabriquer un téléphone, mais ce n'est pas Steve Jobs qui a inventé tout ça. En fait, derrière Steve Jobs, il y a la personne qui a réussi à souffler du verre pour la première fois. Il y a aussi l'alphabet. Il y a toutes ces créations qu'on imagine comme étant tellement anciennes et naturelles. On vit dans un monde où il y a l'alphabet, où il y a du fer, où il y a la roue. Et voilà, c'est exactement le message du spectacle. Vous parlez aussi beaucoup des arts et notamment de la musique qui a une place importante, centrale même, je dirais, dans Humain. Myriam Makeba, George Lloyd, Rainbow, Pink Floyd. Ça, c'est un extrait de votre spectacle, Humain. Un extrait magnifique que moi j'ai adoré. La musique, on sent que le spectacle est sur un déroulé musical du début à la fin. Quand vous avez pensé ce spectacle, vous avez pensé musicien ou poète? Vous slamez aussi beaucoup? Oui, je suis musicien au départ. Et pendant longtemps, j'ai fait de la musique pour beaucoup de projets, mais pas pour moi. Je faisais de la musique de pub, de la musique de film. Je travaillais sur des arrangements avec d'autres artistes. Et un jour, je me sentais un peu seul dans mon studio et j'avais envie de partager ma musique sur scène avec des gens, de la vivre. Et donc, j'ai commencé, il y a maintenant une douzaine d'années, à écrire des textes que je dis sur scène en musique. Et ça tombait bien parce que c'était le moment où on commençait de parler du slam avec les premiers albums de Grand Corps Malade. Et je me suis un peu inscrit dans ce mouvement de la poésie slam en musique. Et donc, c'est pour dire que pour moi, la musique est fondamentale, c'est la base. Et là, je raconte une histoire dans Humain, l'histoire de l'humanité, mais c'est vrai, vous l'avez dit, tout au long du spectacle, il y a de la musique qui accompagne le texte, qui enrichit le texte, parce que la musique a une capacité incroyable d'exprimer des sentiments plus fortement que les paroles. Oui. Il y a des fois des émotions qu'on a du mal à mettre en mots, mais 4 notes de musique nous font dresser les poils. Et la musique est là pour ça dans mon spectacle, pour susciter des émotions. Et elle a une autre fonction, c'est que puisque je dis dans le texte que notre force, c'est notre capacité à apprendre des autres, à travailler ensemble, la musique, elle est le reflet de ça, parce qu'on se rend compte que la musique est un langage tellement universel que toutes les musiques vont ensemble. Oui. Et alors là, dans le spectacle, on a à un moment donné une oboïste baroque qui joue avec un danseur de hip-hop. On a une violoncelliste classique, une guitare électrique, et ça marche toujours. Oui, c'est vrai que vous faites des liens, tout comme entre la roue, le feu et Steve Jobs. Vous faites des liens entre des musiques qu'on appelle souvent des musiques du monde et du hip-hop et du chant lyrique. Et plein d'autres styles. Là, on a entendu Pink Floyd, un solo de guitare magnifique. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul sur scène. Non, j'ai la chance d'être accompagné par un guitariste, un musicien qui s'appelle Robin Pagès. J'en ai 2 en fait, mais à Paris, c'était Robin Pagès ces jours. Et puis, j'ai Gaëtan Lab qui m'accompagne plutôt en Suisse. Et les 2 sont extraordinaires. Les 2 jouent de plusieurs instruments sur scène, de la guitare, de la basse, du piano. Puis, on a installé sur scène un synthétiseur modulaire. Voilà. C'est une espèce de machine infernale pleine de câbles, une armoire pleine de boutons. Voilà, on dirait un peu une armoire où on branche des téléphones, Internet, on ne sait pas trop, mais il y a des boutons qu'on tourne. C'est un peu rétro-futuriste. C'est ça.
Et les sons qui sortent de cette machine sont vraiment les sons qu'on entend sur scène. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que c'est juste pour faire joli? Pas du tout. On crée en direct la musique sur cette machine infernale. C'est pas une playlist, vous ne faites pas de play au début du spectacle et pause à la fin. Non. Alors, il y a des musiciens qui ont été filmés en hologramme et qui jouent sur scène. Alors, ceux-là sont enregistrés, mais le synthétiseur modulaire fait le reste, fait toutes les ambiances. Et puis, le guitariste joue de temps en temps de la guitare, de la basse, du piano pour compléter tout ça. Et donc, de cette machine... que vous appelez comment? Un synthétiseur modulaire. Synthétiseur modulaire. C'est vrai que vous avez évoqué les hologrammes. Quand je disais que vous n'êtes pas seul sur scène, il y a effectivement donc ce musicien avec vous. Et il y a aussi, j'ai compté, plus de 22 artistes qui sont avec vous sous forme d'hologrammes. Oui. C'est très original, c'est très beau aussi. Merci. Comment ça vous est venu cette idée d'utiliser les hologrammes? En fait... j'aime bien avoir dans mes spectacles des technologies assez innovantes que j'utilise toujours au service du propos. Et j'aime bien dans la technologie le côté un peu merveilleux et magique. Comme quand on va au cirque et qu'on voit des prestidigitateurs, on ne sait pas trop comment ça marche, mais ça nous émerveille. Alors, dans un spectacle il y a 10 ans, j'avais un moment donné où le spectacle s'arrêtait sur scène et j'apparaissais dans les téléphones des gens. Ah. Et ouais, j'aimais bien ça, c'était assez étonnant. Et c'est curieux parce que très peu d'autres artistes l'ont fait après moi, à part ailleurs. Et puis après, j'ai eu un spectacle où j'avais 9 télévisions sur scène qui se déplaçaient et qui créaient ensemble des décors, des images, etc. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais avoir de différent, de nouveau ? Et j'ai pensé que la technologie des hologrammes pouvait être intéressante. J'avais vu, comme tout le monde, Mélenchon en hologramme. Et maintenant à Lyon. Voilà, à Lyon et ailleurs. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, peut-être que ça serait la technologie à développer. Donc, je suis allé voir des sociétés qui fabriquent des hologrammes à Paris, à Amsterdam. Et c'est ça aussi le métier d'artiste et de poète, c'est aller voir des personnes qui font des hologrammes. Oui, pour moi c'est ça. Et d'ailleurs, j'aime bien dire aussi que la création de mon spectacle, qui a duré 2 ans, ça a été un moment extrêmement intéressant et enrichissant. C'est pas juste le but de monter sur scène et de produire le spectacle qui me plaît, mais aussi tous les moments de préparation, de travail où on s'émerveille soi-même de pouvoir montrer ça aux gens. Voilà. Donc, je suis allé voir des gens qui faisaient des hologrammes. J'ai vu des choses, je me suis dit, c'est bon, j'y vais. J'ai acheté le matériel, j'ai fait des essais pendant plusieurs mois. Et puis, je me suis rendu compte que c'était assez difficile finalement. Parce que ce qu'on a vu, Mélenchon et d'autres exemples, c'est des exemples qui se produisent dans une salle bien précise, avec une configuration précise, où les spectateurs sont assis à un certain endroit. Mais moi, je suis obligé de jouer parfois dans des théâtres où le public est au-dessus de moi, parfois où il est au-dessous, parfois où il est à gauche, à droite, dans les théâtres à l'italienne, etc. Et donc, j'avais besoin d'une technologie beaucoup plus polyvalente. Et j'ai imaginé des combines, j'ai essayé des choses. On a travaillé aussi avec Stéphane Baquet, qui est l'éclairagiste, le metteur en lumière du spectacle, et qui m'a aussi aidé à imaginer, à éclairer ces hologrammes pour que ça fonctionne. Et quand je suis retourné à Paris chez les gens qui m'ont vendu le matériel et que je leur ai expliqué comment je travaillais, je leur ai montré des vidéos, ils m'ont dit « Ah, mais nous, on n'a jamais fait ça, c'est beaucoup trop compliqué. » Et j'étais assez fier, en fait, d'avoir mis en place cette technologie. Vous ne saviez pas que c'était impossible, donc vous l'avez fait. Je crois que quelqu'un a dit ça avant vous, mais c'est juste, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je ne savais pas que ça n'avait jamais été fait. Et d'ailleurs, oui, pour ces hologrammes, c'est pas simplement, entre guillemets, des vidéos qui sont diffusées, c'est vous répondez, ce ne sont pas juste des présences, voilà, c'est un vrai jeu, c'est comme d'autres comédiens, des musiciens qui sont là avec vous sur scène. Oui, absolument, ils sont là, on se regarde, on se fait des sourires, on se fait des gestes, et j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment l'impression qu'ils sont là. Et pour moi, c'est important parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Et j'aime bien dire aussi que vous avez compté juste, j'ai 22 personnes qui m'accompagnent sur scène et j'ai fait 22 téléphones. Ah oui. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'il y a personne qui m'a dit non, ça m'intéresse pas, ou j'ai pas envie, ou j'ai pas le temps.
toutes les personnes que j'ai contactées pour ce projet m'ont dit « Ah, mais c'est génial, ouais, c'est super idée, d'accord. » Il y a même des gens qui m'ont écrit pour me dire « Je pourrais moi aussi être en hologramme dans ton prochain spectacle. » Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et pour cette mise en scène, on pense aussi à Jean-Philippe Daguerre qui vous aide sur la mise en scène. Donc une très très belle mise en scène avec des hologrammes. L'interview du vendredi sur Speed Radio, aujourd'hui avec le poète, comédien, musicien Narcisse. Ça continue juste après Zawi, Laisse aller ton corps. Je crois qu'on crie encore. Je crois qu'on crie encore. Je crois qu'on crie encore mon nom. Je crois qu'on crie encore mon nom. Je crois qu'on crie encore mon nom sur les platines. Je crois qu'on veut encore du son dans les machines. Je crois qu'on a encore des flashs dans la rétine et qu'on veut pas rentrer maintenant dans la routine. Je crois que Paris veut danser dans la jungle, abandonner nos corps dans la pampa. À minuit matador pour ces geishas, à 2 heures sans effort, loin des bois. Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère. Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters. Je veux des cris sur la piste. J'ai mis ton nom sur la liste. Je veux que tu joues toute ta vie comme un acteur. Je veux que tu railles toute la nuit comme un surfeur. Je veux ta bouche sur la sienne. Je veux ta langue sur la mienne. Laisse aller ton corps. Le dance floor est à toi. Jusqu'à midi sans effort. Jusqu'à midi sans effort. Laisse aller ton corps. Le dance floor est à toi. Je sais que demain attendra. Oh oui, demain attendra. Je crois qu'on crie encore mon nom dans le club. Je crois qu'on veut danser sur les subs. Je crois qu'on a encore dans les pupilles l'amour des corps en face qui nous sublime. Je crois que Paris veut nager dans le vice, abandonner nos âmes dans le ciel. À minuit matador tous les risques, à 2 heures sans effort, améthyste. Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère. Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters. Je veux des cris sur la piste. J'ai mis ton nom sur la liste. Laisse aller ton corps. Le dance floor est à toi. Jusqu'à midi sans effort. Jusqu'à midi sans effort. Laisse aller ton corps. Le dance floor est à toi. Je sais que demain attendra. Oh oui, demain attendra. Laisse aller ton. Laisse aller ton. Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère. Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters. Je veux des cris sur la piste. J'ai mis ton nom sur la liste. Je veux que tu joues toute ta vie comme un acteur. Je veux que tu railles toute la nuit comme un surfeur. Je veux ta bouche sur la sienne. Je veux ta langue sur la mienne. Laisse aller ton corps. Le dance floor est à toi. Jusqu'à midi sans effort. Jusqu'à midi sans effort. Laisse aller ton corps. Le dance floor est à toi. Je sais que demain attendra. Oh oui, demain attendra. Laisse aller ton corps. 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 Laisse aller ton. Laisse aller ton corps de Zawi. Narcisse, on a parlé très très brièvement de la mise en scène avec Jean-Philippe Daguerre. Vous vouliez revenir sur cet homme qui vous a accompagné donc, dans la création, la mise en scène de ce spectacle. Ben oui, avec plaisir, parce que Jean-Philippe Daguerre, c'est quelqu'un que j'adore et que j'admire beaucoup. C'est un très grand metteur en scène de théâtre classique. Mais pas seulement, hein, parce qu'il écrit aussi des pièces, mais une de ses spécialités, c'est de mettre en scène du Molière, des mises en scène de Cyrano, de Bergerac, etc. Et il connaît toutes les ficelles du théâtre classique. Et moi qui fais des spectacles très technologiques et qui sont des ovnis, et qui n'ai pas fait de formation théâtrale, j'avais envie de travailler avec lui pour qu'il me mette sur les rails du théâtre classique. Qu'il me dise, attends, là, c'est pas comme ça qu'on fait. Le cadre classique. Voilà, ouais, qui me rappelle les fondamentaux. Et Jean-Philippe Daguerre, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années et je vais voir tout ce qu'il fait. Et lui est aussi beaucoup venu voir mes spectacles. Je crois qu'il a vu 10 fois le spectacle précédent qui s'appelait « Toi, tu t'ôtais ».
Et quand je lui ai demandé de m'aider à la mise en scène de Humain, il a immédiatement dit oui. Et on s'est vu, on a travaillé pendant une semaine de résidence. Et ça a été extrêmement enrichissant pour moi parce qu'il a fait exactement ce que j'attendais de lui. Il m'a dit, là, tu devrais plutôt te mettre ici, te mettre là. Puis quand tu dis cette phrase, fais attention à ce mot, c'est ce mot que tu dois mettre en avant. Oui. Enfin, comme il l'a appris dans les écoles, comme on le fait dans le grand théâtre. Et ça donne à mon spectacle quelque chose de beaucoup plus solide, quoi, de beaucoup plus sérieux que si j'avais fait sans lui. C'est la première fois que vous travaillez avec ce type-là de structure, justement, dans les spectacles précédents qui ont aussi eu, qui ont été certains. En tout cas, vous parliez de Toi, tu te tais, qui a eu le prix du festival aux actes citoyens. Vous n'avez jamais travaillé avec une telle structure classique. J'avais un autre metteur en scène suisse, Gérard Diegelmann, qui fait aussi un travail excellent et que j'aime beaucoup. Mais non, c'est peut-être Gérard est peut-être un metteur en scène plus contemporain, plus moderne, et Jean-Philippe Daguerre plus classique. Et c'était cet angle-là que je cherchais pour Humain. Et puis Jean-Philippe Daguerre, c'est quand même un personnage, quoi. Dans le théâtre français, il a été primé de plusieurs Molières. Il a eu beaucoup de Molières et c'est certain qu'il en aura encore. On va revenir un peu sur la technologie. Vous avez dit que vous êtes donc, vous, un auteur. Vous parlez beaucoup de la technologie, de l'art, etc. Mais pour vous, art et science, c'est un bon mélange ? Ah, mais vraiment. Vraiment. Parce que moi, j'aime bien utiliser la science pour raconter des belles histoires. Hein. Je n'ai pas envie de faire une conférence PowerPoint. Mais on trouve tellement de belles choses dans les histoires scientifiques. En fait, dans Humain, j'ai lu des livres de scientifiques très, très différents. Il y a des philosophes comme Michel Serres, il y a des astrophysiciens comme Hubert Reeves, il y a des anthropologues, des historiens, des scientifiques de vraiment tous les horizons. Mais j'ai pris quand même des scientifiques qui sachent vulgariser, qui savent raconter l'humanité dans son ensemble de leur point de vue de scientifique. Hein. Et pas, j'ai pas tellement lu des ouvrages qui parlent de la division de tel type de cellules dans tel organisme. C'est beaucoup trop pointu pour en faire quelque chose d'intéressant à raconter sur scène. Mais j'aime ces scientifiques visionnaires. J'ai cité Hubert Reeves ou Michel Serres, mais il y a aussi Albert Jacquard, il y a Sylvia Ferrara, qui est une linguiste, Pascal Pic, etc. Il y en a beaucoup. Boris Cyrulnik. Voilà, Cyrulnik qui est psychologue. Des musicologues aussi. Oui, alors ça, c'est encore un autre aspect. Parce que quand on parle de l'humanité depuis ses débuts et qu'on veut mettre tout ça en musique, le risque, c'est de tomber sur le travers de l'Africain qui joue du tam-tam. Oui, hein, de rentrer dans le cliché, en fait, qui n'est pas du tout scientifique. Et qui même serait vexant et dérangeant pour les personnes concernées. Alors, j'ai rencontré Vincent Zanetti, qui est ethnomusicologue et qui est un grand spécialiste des percussions africaines. Et nous avons travaillé ensemble et lui me disait, sur tel morceau, on va prendre le rythme des chasseurs de telle tribu parce que ça va bien avec le thème. Et puis là, on va prendre le rythme des sorciers de telle autre tribu, de tel autre pays africain. Et nous avons travaillé comme ça pour avoir une musique qui est la plus authentique possible, la plus juste possible, et qu'on ne puisse pas après déranger ou vexer des gens qui diront « Attendez, ce n'est pas du tout comme ça qu'on frappe sur un djembé ». Oui. Quand on parle de science, je veux juste dire ça pour les auditeurs et les auditrices de Speed Radio, le spectacle n'est pas du tout ennuyeux ou lent ou voilà, ce n'est pas un cours. Vous n'êtes pas en train de faire cours une conférence. J'espère que pas. Non. Mais on voit qu'il y a beaucoup de recherches, mais après c'est expliqué de manière très compréhensible et très sensible, avec beaucoup d'émotions. Et il y a des phrases qui apparaissent donc à la place des hologrammes, qui elles-mêmes sont des hologrammes, je suppose d'ailleurs. Des phrases, des citations de scientifiques, parfois des phrases qui viennent de poètes. Mais la première phrase, celle qui m'a le plus marquée, c'est « Il y a 6 millions d'années,
Une même femelle eut 2 filles. L'une est l'ancêtre de tous les chimpanzés, l'autre est notre grand-mère. Oui. C'est une citation de l'historien Yuval Noah Harari. Qu'est-ce qu'elle dit sur nous, les humains, cette phrase? Elle donne un point de départ. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de points de départ possibles de l'humanité. Alors ça, c'est le point de départ des anthropologues qui s'intéressent à nous en tant qu'espèce, en tant qu'être humain. Mhm. Et les anthropologues disent c'est à peu près il y a 6 millions d'années que l'humanité s'est séparée du chimpanzé. Et cette phrase de Harari, je la trouve très belle, elle est bien tournée. C'est un best-seller. Oui. C'est tiré de son livre Sapiens qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Donc cette phrase est assez connue. Et on en trouve souvent de ce genre de phrases sur Internet. Puis souvent on dit que c'est Einstein qui a dit ça, c'est pas toujours vrai. Moi j'ai vérifié, j'ai pris d'autres phrases que celles qu'on lit. Mais moi j'aime bien lire ces phrases qui en quelques mots nous situent en tant qu'espèce, en tant qu'être humain quelque part dans le monde, quoi. Et là, oui, tout à coup on se dit ah ouais, c'est vrai. Il y a 6 millions d'années, il y a eu à un moment donné une personne, la première femme quelque part, qui a mis au monde 2 êtres. Un est devenu chimpanzé, l'autre est devenu humain. C'est quand même merveilleux. Moi, je trouve ça fou, quoi. Et de là découlent après toutes les branches qu'on connaît, quoi. Mais il faut rappeler qu'il y a d'autres points de départ. Les biologistes, eux, ils s'intéressent à nous en tant qu'organisme. C'est les cellules qui les intéressent. Et les cellules, elles ont 3 milliards d'années. Et ce qui est fou aussi, c'est de penser que la vie ne s'est jamais arrêtée depuis l'apparition jusqu'à nous. On a tous des parents qui avaient des parents qui avaient des parents, et ça s'est jamais arrêté. Nos cellules se sont divisées pendant 3 milliards d'années jusqu'à nous. Oui, donc on porte en fait ça en nous. On a 3 milliards d'années de vie en nous. C'est dingue de penser ça comme ça. Moi, j'aime bien. Il y a une autre histoire que vous racontez dans Humain qui, moi, me fascine depuis longtemps, c'est l'invention de l'alphabet. Alors, on connaissait déjà à l'époque l'écriture avec des signes qui représentaient les choses de la Terre, avec un signe pour le soleil, la rivière, la montagne. Mais il y a un changement complet de paradigme. Vous pouvez nous expliquer ça? Alors, ce que j'explique dans le spectacle, c'est qu'à un moment donné, on situe ça en Mésopotamie il y a 5000 ans. Des prêtres se sont mis à graver sur des tablettes les offrandes que les gens faisaient au temple. Alors, ils dessinent une petite vache pour dire que des gens avaient offert une vache au temple. Je ne sais pas si c'était fréquent, mais voilà. Ou un boisseau de blé ou d'autres choses. Et un jour, un prêtre a dessiné un petit roseau pour dire qu'une promesse d'offrande avait été honorée parce que dans sa langue, roseau se disait J et J signifiait aussi rembourser. Et c'est là qu'il a transformé un dessin en quelque chose de nouveau, l'écriture. Il a utilisé le son, en fait. Voilà. Il a fait une analogie entre le son du roseau et le son d'un autre mot qui était remboursé. Parce que le dessin permet de représenter ce qu'on voit, mais l'écriture permet en plus de représenter aussi ce qu'on ne voit pas. Et c'est ça la grande nouveauté. Parce que du coup, l'écriture permet de partager une pensée à l'humanité entière et pendant des millénaires. Et ça, je trouve que c'est assez fabuleux. Et il y a une autre chose que je ne dis pas dans le spectacle, mais qui est aussi importante à retenir, c'est que l'écriture n'est pas née à un seul endroit à un moment donné. Il n'y a pas un inventeur de l'écriture. On pense, on sait, ou plutôt on imagine que l'écriture a été inventée à plusieurs endroits en même temps, de différentes manières. L'écriture est vraiment une invention de l'humanité. Ce n'est pas l'invention d'une personne. Des gens qui n'étaient évidemment pas en contact, puisque en plus à l'époque les voyages étaient beaucoup plus longs. Donc au même moment, au même degré d'évolution de l'humain, l'écriture a émergé. Oui, c'est ce qu'on pense. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. Moi, j'ai pris l'exemple de la Mésopotamie dans mon spectacle, mais j'imagine qu'en Chine, ou peut-être dans d'autres pays d'Afrique, à ce même moment, l'écriture est née aussi. Et ça lance la pensée d'imaginer, de parler de concepts, et vous parlez de la France, la démocratie, tous ces concepts, même des choses beaucoup plus quotidiennes, n'existeraient pas sans juste cette invention ancestrale. Ouais, l'écriture permet de matérialiser l'imagination, et l'imagination, c'est la base du fonctionnement de l'humain. L'humain construit le monde sur de l'imaginaire. Vous l'avez dit, la France, ça n'existe pas dans la nature. Un chimpanzé pourrait dire « je suis né au bord de la montagne », mais il ne pourrait pas dire « je suis né en France ».
Je ne sais pas, l'argent, le- la démocratie, le XXe siècle, l'islam, tout ça, ce sont des concepts imaginaires, mais ce ne sont pas des choses qu'on peut voir. Oui. Mais nous avons la capacité de comprendre ces mots parce que nous avons cette capacité d'imagination Et que ça n'ont crée. pas beaucoup d'autres espèces animales. C'est une création, elles existent parce que on pense à ces choses et qu'on a créé en fait ces nouvelles réalités. Mais oui, Mm. notre quotidien, notre réel est fondé sur de l'imaginaire. L'amour, ça n'existe pas. C'est imaginé et heureusement qu'on a imaginé ça. Oui. L'interview du vendredi sur Speed Radio. Narcisse, vous restez avec nous? Je veux bien. On revient juste après Substitution de Purple Disco Machine et Kungs. Am I high or low? Am I bipolar? Need another you to shake it. Oh, I love that face, perfect stranger. 'Cause I could use someone to shake it. And I know that I can't get you out of my head. And I know I can numb you away. Yeah, I know when I wake up with her instead. Well, there ain't no one replacing you. No, there ain't no one replacing you. Been looking for a substitution, healing my heart's confusion. Been looking for a substitution. No, there ain't no one replacing you. Been looking for a substitution, losing all of my illusion. Looking for a substitution. There ain't no one replacing you. Gotta loosen up my emotions. Just start it up, shake it. When I hear your name, I can't be sober. I could use someone to shake it. I know that I can't get you out of my head. And I know I can numb you away. Yeah, I know when I wake up with her instead. Oh, there ain't no one replacing you. Oh, there ain't no one. Oh, there ain't no one. Oh, there ain't no one. Oh, there ain't no one replacing you. Been looking for a substitution, healing my heart's confusion. Been looking for a substitution. There ain't no one replacing you. Been looking for a substitution, losing all of my illusion. Looking for a substitution. There ain't no one replacing you. Been looking for a substitution, losing all of my illusion. Looking for a substitution. There ain't no one replacing you. Speed Radio, l'interview du vendredi avec Narcisse. Narcisse, vous êtes on l'a déjà dit, poète et comédien, et je vais profiter d'avoir un poète sous la main pour poser une question piège. Vous parlez donc de l'humanité, mais c'est quoi être vivant? C'est compliqué parce que ça a beaucoup d'acceptions. Le terme vivant, pour les biologistes, la vie, on a parlé tout à l'heure, c'est cette chose incroyable qui existe dans l'univers, c'est cette matière qui se divise et qui se reproduit. Et c'est assez fou que ça soit possible comme ça. Et nous avons tous en nous 3 milliards de vies, puisque on a tous des parents qui avaient des parents, etc. Donc ça, c'est une manière de définir la vie que j'aime bien. Et puis après, si on est un peu plus poète, Voilà, là c'est c'était mon très, boulot. très biologie, Ouais. voilà. Ouais, la vie, c'est quand même tout ce qui nous anime, quoi. Et c'est important pour moi de se faire la vie la plus belle possible, la meilleure possible. Et je pense que ça passe beaucoup par la quête du bonheur, d'être heureux.
Je crois que la vie n'a pas d'intérêt si on n'est pas heureux. Et être heureux, c'est, pour moi, ce qui est important dans le bonheur, c'est de le vivre au présent. C'est pas d'aller vers la quête du bonheur ultime à la fin de ma vie ou à un moment donné lointain, mais c'est au quotidien me dire qu'est-ce que j'ai de beau à vivre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux admirer, qu'est-ce qui va m'émerveiller, qu'est-ce qui va me faire vibrer, de quoi je vais tomber amoureux aujourd'hui. Et pour moi, la vie, c'est ça, en fait. C'est cette Sorte quête. d'émerveillement aussi Ouais. au quotidien. Ouais, moi, j'ai pas peur de m'émerveiller tous les jours comme un gamin, en observant simplement un coucher de soleil ou un oiseau ou une belle musique ou quelque chose qui peut être très complexe, hein, un tableau magnifique ou une machine incroyable. Il y a beaucoup de choses qui m'émerveillent. Mais d'ailleurs, dans Humain, vous parlez beaucoup du beau. Oui, parce oui. que c'est fou, ça, c'est très humain aussi. C'est une caractéristique de l'être humain, c'est cette propension qu'on a à s'intéresser, à favoriser tout ce que nous trouvons beau, dans tous les domaines. Hein. Mais d'ailleurs, on va laisser votre voix le dire dans le tout début de votre spectacle. Il y a une chose qui me fascine. Vous, moi, tous les êtres humains, nous sommes attirés par ce que nous trouvons beau. Nous pouvons ressentir un bonheur immense à observer un coucher de soleil, à admirer un tableau. Et le spectacle continue avec une longue liste de beaucoup de choses qui nous prouvent que l'humain est fait pour voir le beau, pour aimer le beau. Et c'est vrai qu'on ressort de Humain en se disant que le monde est beau. Il n'est pas parfait, il n'est pas que beau, mais bien il sûr. l'est. Mais il y a beaucoup de beauté partout et nous cherchons la beauté partout. Hein. On parlait des téléphones avant. Pourquoi sur nos téléphones on met un beau fond d'écran ? Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi Oui, il n'y a pas d'utilité, en tout cas, au beau. Aucune. Pourquoi on choisit des habits qui nous plaisent ? Les habits, ça devrait être là pour nous tenir chaud, éventuellement aussi pour cacher la pudeur. Mais on cherche des habits qui sont beaux, des belles couleurs. Dans tous les domaines, on fait ça. Et il y a une chose qui est quand même assez étonnante. C'est que faire du beau avec des mots, c'est la poésie. On utilise les mots au quotidien. Et pourtant, la poésie a une image assez négative dans la société. Hein. Quand je vais de temps en temps dans des écoles animer des ateliers d'écriture, puis je demande aux élèves qui parmi vous aime la poésie. Et sur 20 élèves, il y en a un qui lève la main, c'est celui qui a des lunettes. Et je trouve curieux que dans tous les domaines, on privilégie ce qui est beau. Et dans les mots qu'on utilise pourtant au quotidien, la poésie, on dit « Oh non, c'est ringard, c'est vieux, c'est chiant ». C'est peut-être une posture sociale qui est affiliée à la poésie, alors que beaucoup de personnes, et notamment donc vous êtes beaucoup en école, dans les scolaires, je pense que les jeunes qui écoutent du rap, du slam, différents types de musique, en fait, c'est de la poésie, ils ne sont juste pas au courant. Exactement, c'est exactement la réponse à donner à cette question, pourquoi les gens n'aiment pas la poésie. C'est le mot poésie qui a une connotation négative, mais vous l'avez dit, la poésie, elle est partout et les gens apprécient. Et même dans la pub, hein, les slogans publicitaires sont souvent poétiques. Sur l'autoroute, en venant à Paris, j'ai lu « La ceinture attachée, c'est la sécurité ». Ça, c'est un alexandrin et c'est beau. Voilà. Je crois que les gens aiment le beau, même dans la poésie. Ils ne savent juste pas le dire. D'où vient cette envie de raconter ce qui va bien, ce qui est beau, alors que dans beaucoup d'autres créations, on va plutôt se focaliser sur ce qui ne va pas, sur le sale, sur le mal. Mais moi, j'étais le premier à être très critique dans mes spectacles précédents. D'ailleurs, le précédent s'appelait « Toi, tu te tais ». Donc, tout tenait dans ce rythme, dans ce titre. Et puis, pendant le Covid, je faisais des chroniques à la radio-télévision suisse, hebdomadaire, en lien avec l'actualité. Et un jour, j'ai eu envie d'écrire une chronique en hommage aux soignants, parce que c'était l'époque, vous l'avez vécu en France aussi, où on allait tous les soirs sur les balcons applaudir les soignants dans les hôpitaux qui se décarcassaient pour nous sauver du Covid. Et je trouvais ça beau.
Et ce rythme des gens qui frappaient, qui applaudissaient sur les balcons, je l'ai utilisé pour un slam qui s'appelle Il soigne et qui a remporté un succès assez étonnant. Il a eu des millions de vues sur différents réseaux sociaux. Il y a des gens qui m'ont écrit du monde entier pour me dire « Oh, merci de nous avoir fait tant de bien ». Et à ce moment-là, je me suis dit « Peut-être que je changerais mieux le monde en disant ce qui va bien plutôt qu'en disant toujours ce qui va mal ». Et c'était un des points de départ du spectacle humain. C'était de me dire, je vais raconter cette histoire de tout ce que nous savons faire de bien. Vous n'êtes pas non plus hors sol, hein. Vous parlez aussi dans le spectacle, après toute cette beauté, vous faites le contre-pied avec le petit démon et le petit ange sur vos épaules, en hologramme. Votre conscience, en fait, c'est ça ? Il y a ma conscience qui m'interpelle à un moment donné du spectacle. Qui vous dit, attendez, il y a les guerres, il y a quand même des sacrés salauds sur cette planète. Il y a... Ouais. Et oui, parce que j'avais pas envie non plus que mon spectacle soit bisounours. Il fallait quand même qu'on ait un regard un peu critique, un œil distant, mais aussi qu'on se rende compte en même temps qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude de détester l'humanité. Et c'est presque devenu subversif de faire un spectacle qui parle de l'humanité en termes positifs. Oui. Hein, les gens disent, mais enfin, quand même, tu nous dis pas ce qui va mal. C'était une question. Aujourd'hui, en fait, c'est presque impertinent à l'époque de la crise climatique qui est gravissime, les guerres aux portes de l'Europe, la famine dans le monde, l'ultralibéralisme, Donald Trump, Elon Musk, tout ça. C'est presque impertinent de proposer un spectacle positif sur les humains, de parler même d'éthique. On m'a dit plusieurs fois ça. Pourquoi fais-tu un spectacle aussi positif dans un monde qui va aussi mal ? Mais est-ce que le monde va plus mal qu'avant ? Il y a quand même tellement de choses à dire, d'événements qui se sont produits récemment qui montrent que le monde va mieux. Parce que c'est clair, on a le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine. Mais enfin, au siècle précédent, on a eu 2 guerres mondiales avec des bombes atomiques. Au 19e siècle, on a eu des famines épouvantables, et puis avant ça, il y a eu les croisades, et puis il y a eu des choses horribles, il y en a eu toujours. Et on était beaucoup moins nombreux. On s'est battus pendant plusieurs guerres épouvantables, parce qu'on pensait qu'on était trop serrés. Les Allemands ont envahi l'Europe parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas assez d'espace vital. Et aujourd'hui, on est 4 fois plus nombreux, et on arrive à s'en sortir quand même. Et je crois que le monde ne va pas si mal que ça, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Le monde ne va pas si mal que ça. Il y a quand même une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de nous détruire. Ce qu'on n'avait pas jusqu'au début du XXe siècle. En tant qu'espèce. Ouais. Avec le réchauffement climatique, avec une guerre atomique, on peut disparaître. Ce n'était pas possible avant. Ça, il faut le garder à l'esprit. Mais je ne suis pas sûr que la bombe atomique qu'on va faire exploser de nouvelles bombes atomiques. Je crois qu'on sera capable de l'éviter. Et je pense qu'en se donnant confiance, en se disant « nous sommes capables de l'éviter », c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est pas en disant « mon Dieu, ça va péter, ça va plus être possible, on va disparaître », qu'on va s'en sortir. Est-ce que c'est votre côté suisse qui parle quand vous avez cette bienveillance et ce regard avec du recul sur l'humanité ? Mais je ne crois pas, parce que les Suisses sont épouvantables aussi. On a des banques terribles. Vous avez peut-être entendu parler du Crédit Suisse, qui était la 2e plus grande banque de Suisse, qui a fait faillite. Et les patrons du Crédit Suisse sont sur leur yacht en train de boire du champagne et se moquent bien du fait que des millions de personnes sont dans des situations très compliquées parce qu'ils ont très mal géré leur business. Donc je suis pas fier d'être suisse. Et la Suisse, c'est aussi l'ONU, c'est aussi une terre de neutralité, d'accueil. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est un pays qui fonctionne bien. J'aime bien, moi, dans la Suisse, le côté multiculturel, parce qu'on a 4 langues et on arrive quand même à s'entendre avec les Suisses allemands et les Suisses italiens. Et j'aime bien, moi j'aime beaucoup aller dans d'autres régions linguistiques, parce qu'une langue, c'est aussi une autre culture. Oui. Et nous, d'ailleurs, nous sommes très proches de la culture française. Moi, j'ai lu Victor Hugo, j'ai écouté Johnny Hallyday. Enfin, j'ai regardé les chaînes de télévision françaises quand j'étais enfant. Donc, j'ai la même culture que les Français. J'ai une culture beaucoup plus différente avec mes compatriotes suisses allemands. Mais quand je vais en Suisse allemande,
on échange, on se dit « Ah, mais moi, quand j'étais petit, j'écoutais ça. Tiens, c'est marrant, j'ai jamais entendu parler. » Et ça nous enrichit. Et vous remplissez votre rôle d'humain à échanger donc avec d'autres humains. Et voilà. L'humain donc qui a un cœur d'artiste, aujourd'hui on en parle beaucoup, et qui de mieux pour le dire que Isia Higelin dans un titre que j'adore, c'est Mon cœur. Accaparé par les ondes, l'information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur, et ton battement s'accélère. Je vais finir par te perdre. Cracher tes poumons, fais tomber la fièvre. Mon cœur, si j'aime déjà fatigué par les coups qui te détraquent. Pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre. Fais sauter le moniteur et les électrocardiogrammes. Mon cœur, 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule, se crache, c'est pourquoi l'on vivait. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule, se crache, c'est pourquoi l'on vivait. Je prends de plein fouet ta colère, le silence te désespère. Quelle que soit la cause, rien ne t'indiffère. Mon cœur, tambourine dans ma poitrine. Besoin d'air, faut que je respire. Calme tes ardeurs, reprends des couleurs. Mon cœur, 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule, se crache, c'est pourquoi l'on vivait. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule, se crache, c'est pourquoi l'on vivait. Mon cœur, si je n'ai déjà fatigué par les coups qui te détraquent, pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre, fais sauter le moniteur. Mon cœur, 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule, se crache, c'est pourquoi l'on vivait. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule, se crache, c'est pourquoi l'on vivait. Mon cœur, Isia, Mon cœur sur Speed Radio. Narcisse, votre démarche dans Humain m'a fait penser à un homme avec un grand H qui se regarderait dans le miroir, un miroir un peu particulier, un miroir très profond, où on rentre vraiment dans le cycle historique, dans le but de se réconcilier avec ce qu'on est, dans le beau. Et votre nom, c'est Narcisse. Ouais, il faut le faire. Donc un héros mythologique qui tombe amoureux de lui-même en regardant son reflet dans l'eau. C'est une coïncidence ? Non, c'est pas une coïncidence. Enfin, c'est-à-dire que le nom de Narcisse, le pseudonyme de Narcisse, je l'ai depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est pour moi surtout un hommage à mon grand-père, dont c'était le vrai prénom. Et puis aussi parce que pendant longtemps, j'ai fait de la musique pas pour moi. Je faisais de la musique de film, de la musique de pub. Et quand j'ai commencé à avoir un projet personnel et à monter sur scène, pour moi, c'était un peu narcissique. Oui. J'avais aussi je n'avais pas envie que des gens disent « Ah oui, lui, c'est le gars qui a fait la musique de la pub pour les spaghettis. » Donc, vous voulez vous démarquer en tant qu'artiste ? Je voulais me créer un personnage. Un personnage. Et donc, je trouvais que Narcisse était à propos pour
ces deux raisons. Et aussi, vous l'avez dit, Narcisse, il est tombé amoureux de lui-même, et donc on l'aime pas tellement, ce personnage mythologique, parce qu'on dit, oh là là, tomber amoureux de soi-même, c'est égocentrique. Mais si on lit un peu entre les lignes la légende, surtout chez Ovide, on se rend compte que Narcisse, il n'est pas tout à fait tombé amoureux de lui-même, il est tombé amoureux d'un reflet. Il a été condamné par une sorcière à tomber amoureux de son reflet. Et il en est mort de chagrin, parce qu'il ne pouvait pas concrétiser son amour. Et quand on lit ça, tout à coup, il devient attachant, ce Narcisse. Et moi, j'aime bien les gens qui, a priori, dérangent, et il faut un peu les écouter ou s'intéresser à eux plus profondément pour qu'on se rende compte de leur sensibilité. Moi, j'aime beaucoup Gainsbourg pour ça, parce que Gainsbourg, a priori, on dit « oh là là, c'est un gros dégueulasse ». Et c'est quand on s'intéresse un peu à lui, quand on lit un peu entre les lignes ces textes, qu'on se dit « oh là là, quelle sensibilité, qu'est-ce qu'il était humain ». L'humanité au-delà des postures morales. Complètement. Et j'aime bien ces gens-là un peu difficiles d'accès, qu'il faut un peu creuser pour apprécier. Et vous appréciez l'époque dans laquelle on vit, où la morale et certaines idées de la moralité, elles sont toutes différentes, mais où revient, j'ai l'impression, sur le devant de la scène, il y a des artistes, vous parlez de Gainsbourg, qui sont très critiqués, à raison, sur beaucoup de points. Oui. Et à la fois, les textes qu'il a écrits sont d'une poésie magnifique, et l'artiste qu'il est... Alors, elle est complexe, votre question, parce que je suis très content de vivre l'époque dans laquelle je vis. Parce que Internet, c'est extraordinaire. Bon, on a accès au monde entier, on a accès à toutes les connaissances, parce que y a quand même beaucoup de belles choses qui se passent. Voilà. Mais je suis aussi un peu dérangé par ce retour de la morale. Moi, j'aimais bien les seins nus sur les plages. Et je ne suis pas pervers. mais j'aimais bien cette liberté qu'on avait il y a une trentaine d'années, où aussi les religions avaient moins de place, les religions extrémistes prenaient moins de place dans nos sociétés, imposaient moins leurs lois. Aujourd'hui, au nom de religion, on s'interdit de faire beaucoup de choses. Ça me déplaît. Et en fait, dans la morale, souvent, on prend les gens pour des crétins. On change les livres d'Agatha Christie ou de Roald Dahl pour les enfants parce qu'on imagine qu'on est trop stupide pour se rendre compte que c'est des livres qui ont été écrits il y a 50 ou 100 ans et qu'à l'époque, on écrivait différemment, on avait une autre vision du monde. On ne pourrait plus faire des sketchs comme Les Inconnus parce qu'on imagine que les gens sont trop stupides pour se rendre compte que c'est juste de l'humour. En fait, c'est la fin de la nuance. Ah, mais ça, c'est très juste. Sur Internet, il y a très peu de nuances dans les réseaux sociaux. Les gens sont très dichotomiques, c'est blanc ou noir, et on s'insulte, on s'engueule en défendant des positions très différenciées. Mais on n'a pas de nuance. Moi, je change d'avis souvent et j'en ai pas honte, au contraire, quoi. Ou je nuance. Des fois, je dis bon, d'accord, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais c'est juste ce que tu dis n'est pas complètement crétin. Et alors ça, c'est vrai. On manque de nuances et on nous prend pour des cons. Il y a un thème, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la résurgence du mot hypocrisie en ce moment. Quand on change d'avis, on est souvent taxé d'hypocrite. Tiens. Ou de « Ah oui, tu pensais pas ça il y a 2 ans, il y a 10 minutes, donc c'est que tu es hypocrite, que tu peux changer d'avis comme une girouette. » Alors que pour moi, c'est plutôt un aspect positif de l'humain. C'est justement, on revient sur votre spectacle, c'est évoluer, changer au fil des rencontres, au fil des discussions. Mais absolument, apprendre, c'est changer d'avis. Enfin, je sais pas, moi, parce qu'on se fait toujours des avis sur tout. Et il y a un passage du spectacle qui parle de ça. Pendant longtemps, on ne se posait pas tellement la question de savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc on donnait des réponses à tout. Adam et Ève ont créé le monde, il y a eu le déluge, il y a des martiens sur Mars et tout. On ne se posait pas ces questions. Puis après, tout à coup, ça vient assez tardivement dans l'histoire de l'humanité, en tout cas chez nous en Europe. C'est autour du XVe siècle qu'on a commencé à se dire mais on ne sait pas ça, on sait pas. Quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il a dit « Je suis en Inde ». Il a vu des gens, il a dit « C'est des Indiens ». Il a vu des volailles, il a dit « C'est des poules d'Inde ». Aujourd'hui, on dit des dindes. Et puis,
c'est seulement plus tard qu'on s'est dit, bon, je ne sais pas trop où je suis. Mm. On verra, on va trouver un nouveau nom. Après, on a appelé ça l'Amérique. Et aujourd'hui, la science est beaucoup plus prudente. Hein. Quand on a découvert le boson de Higgs il y a quelques années, les scientifiques du CERN n'ont pas tout de suite dit « c'est bon, on l'a ». Ils ont dit « on croit qu'on l'a, à 90% de chance, on l'a trouvé ». Mais je crois que c'est pas mal d'être prudent et de changer d'avis. Ça, c'est important. J'en profite, vous parlez de ces histoires de Christophe Colomb, tout ça. Dans votre spectacle, il y a aussi beaucoup d'humour. Vous mettez chaque découverte, même les plus terribles parfois, avec de l'humour, et ça aide à faire passer donc toutes les informations. Vous parlez aussi d'éthique. C'est un mot que vous utilisez là dans la communication du spectacle. C'est quoi pour vous ce mot d'éthique ? Pourquoi un spectacle éthique ? On a parlé de morale, ça peut être parfois un peu similaire. Ouais, Pas alors, forcément. Non, pour moi, l'éthique, c'est bien et la morale, c'est pénible. D'accord. Mais après, évidemment, ça dépend du sens qu'on donne à ces mots. Alors, l'éthique, pour moi, dans ce spectacle, était très importante parce que je suis un homme blanc, cisgenre, européen, et je suis vraiment le prototype du gars qui doit être prudent quand il parle de l'humanité. D'accord. Et je ne voulais pas avoir un regard trop biaisé dans mon spectacle. Et j'ai cherché une personne qui soit le plus différente possible de moi, qui puisse lire mon spectacle et me donner son regard à elle. Et j'ai trouvé cette personne qui est Karine Ayélé-Durand. Elle est directrice du musée d'ethnographie de Genève. C'est une femme. Elle est plus jeune que moi. Elle est d'origine africaine. Et c'était parfait parce que son regard allait être vraiment très différent du mien, en plus du fait qu'elle est anthropologue et que donc elle pourrait me dire là, la science n'est plus tout à fait d'accord, là, c'est pas tout à fait juste. Elle rassemble aussi une multitude de regards de par son métier d'anthropologue. Exact. Ouais. Et donc, elle a été magnifique parce que moi, je la connaissais pas, mais je l'ai trouvée sur Internet, je lui ai écrit, je lui ai parlé de mon projet, elle m'a proposé de nous rencontrer, elle a lu tout le texte, mais vraiment hyper attentivement parce qu'elle a fait des milliers de remarques et c'était toujours très pertinent. Et donc, j'ai changé le texte en fonction de ça. Ma fille, qui est aussi très sensible aux études de genre, a lu aussi le texte. Il m'a dit, attention papa, là, tu utilises 4 fois de suite un terme masculin pour parler de l'humanité. Alors, on a compté. Hein, je dis parfois l'humanité, parfois je dis jamais l'homme, mais l'humain, l'humanité, nos ancêtres, notre espèce. Et comme ça, on arrive au final à avoir à peu près autant de noms masculins et de noms féminins qui décrivent l'être humain. Donc pour vous, l'éthique, c'est ça, c'est justement vous parler des êtres humains, c'est d'inclure tout le monde, oui. Toutes les personnes que porte cette planète et qu'ont porté pendant des milliers d'années. Oui, et j'ai quand même une contrainte en tant que slammer, c'est que moi j'ai envie que mon texte soit prononçable. Et alors, on utilise beaucoup maintenant dans l'écrit le langage épicène ou inclusif, où on met des points E, points X, points, et je trouve que c'est super, qu'on inclut aussi les personnes non genrées d'ailleurs, en plus des hommes et des femmes. Mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué à lire et surtout à prononcer, à l'oral, oui. Moi, je ne pourrais pas dire les hommes. Oui. Donc, j'ai trouvé des subterfuges pour m'en sortir. Il y a quand même un passage du texte du spectacle où je dis « tous ». Il y a un texte qui a 3 couplets. Nous sommes tous. Puis, deuxième couplet, nous sommes toutes. Puis, troisième couplet, nous sommes tous. Et comme ça, je parle un peu de tout le monde, mais sans que le texte devienne trop lourd à prononcer. Et on a bientôt terminé cette interview. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes celles et ceux qui viennent voir Humain au théâtre ? Un message que vous souhaitez qu'ils repartent avec ? Le message qui termine le spectacle, alors c'est presque un peu dommage de le divulgacher. Ah non, peut-être pas ce message de fin de spectacle, à travers cette éthique-là. Mais moi, je pense que j'ai envie de dire aux gens, venez me voir parce que vous allez vous rendre compte que l'humanité, c'est pas si mal que ça. Et l'humanité sait quand même faire beaucoup de belles choses et garder toujours ça à l'esprit. Je pense que nous sommes capables de nous en sortir. Nous sommes au bord du précipice avec le réchauffement climatique, avec la guerre, avec des problèmes beaucoup financiers aussi.
Mais je pense que nous pourrons nous en sortir si nous imaginons que nous sommes capables de nous en sortir. Merci Narcisse pour cet échange. Avec grand plaisir. Et on vous retrouve donc à Avignon tout le mois de juillet au théâtre La Luna avec Humain, un spectacle poignant qui fait le point sur l'humanité. Une mise en scène magnifique de vous, Narcisse, et de Jean-Philippe Daguerre. Speed Radio, je laisse la place au stud avec Alex et Lux, le best-of de la semaine.